Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 20 h. Toute la Martinique s'est recueillie aujourd'hui en la mémoire des 152 Français morts il y a un an dans le crash d'un avion colombien. Un drame qui laisse de lourdes cicatrices dans la population, toujours en quête de vérité. Troisième jour de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Aujourd'hui, la priorité de la diplomatie, c'est de régler le déploiement et la composition de la FINUL, cette force internationale chargée de soutenir les troupes libanaises. Michèle Alliot-Marie est notre invitée. Elle nous dira le rôle que la France doit tenir dans cette force. Seb parie sur la Chine. Le groupe français d'électroménager vient de racheter le numéro 1 chinois de l'autocuiseur. Une acquisition qui inquiète les syndicats confrontés à la fermeture de 3 sites français. L'Inde, dernière destination de l'ex-France, le paquebot s'apprête à être démantelé. Les organisations écologistes dénoncent toujours la présence de 900 tonnes d'amiante. Les images des premiers pas sur la Lune perdues par les archivistes de la NASA, ils ont tout simplement égaré les originaux. Il a été la révélation des championnats d'Europe d'athlétisme en remportant le 50 km marche. Johan Diniz est retourné à son quotidien, un contrat emploi jeune dans son club, loin des podiums. Cet après-midi, à la Martinique, les cloches de toutes les églises ont retenti. Toute l'île s'est recueillie en mémoire des 160 personnes qui ont perdu la vie l'an dernier lors d'un crash d'un avion colombien. 152 victimes étaient martiniquaises. Il y avait bien sûr beaucoup d'émotions car les cicatrices sont loin d'être refermées. Amaury Guibert, Zidenberkus. Du clocher de toutes les églises de l'île résonne l'hommage aux disparus. Il est 10 h du matin en Martinique. À la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France, c'est un bien triste anniversaire qui est célébré. Chaque famille revit les heures douloureuses qui ont suivi ce 16 août 2005. C'est ce qui explique notre présence en cette cathédrale ce matin, non pas simplement pour rendre un hommage de plus parmi tant d'autres à ceux qui nous ont quittés, mais pour trouver dans la foi qui animait la plupart d'entre eux la lumière. Se tourner vers l'avenir, un pas difficile pour ceux qui ont perdu plusieurs parents, plusieurs amis. Mais à la sortie de la messe, ils étaient nombreux à vouloir le faire, tous pour les mêmes raisons. Tous les jours, c'est des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Défaillance technique, défaillance humaine? Et ce sont toutes ces questions qui restent sans réponse aujourd'hui. Et que plus vite on saura et mieux le deuil se fera. C'est pas pour les morts que nous nous battons, c'est pas pour les défunts. Nous nous battons pour ceux qui sont là, pour leurs enfants, je me bats aussi pour mes enfants. Pour le ministre de l'Outre-mer, l'enquête devrait aboutir au premier semestre 2007. François Baroin est venu à Fort-de-France, porteur d'un message de solidarité du président de la République. Puis un dernier hommage a été rendu devant cette stèle gravée de 160 noms, les 160 victimes du vol 708 de la Ouest caribéenne. Si le deuil s'efface lentement, une autre épreuve attend les familles, celle des indemnisations. Une première négociation avec l'assureur de la compagnie aérienne a échoué. Depuis, les avocats l'ont assigné devant un tribunal de Fort-de-France. Mais c'est une procédure très longue et très complexe qui attend les proches des victimes. Dans le Var, cette fois à Pugéville, la douleur aussi est très grande. La population a encore du mal à réaliser qu'elle a perdu 3 de ses sapeurs-pompiers volontaires dans un accident de la route. Les circonstances du drame sont encore floues. Les autopsies des victimes seront pratiquées ce soir. Franck Genozo, José Boulestex. Quelques fleurs en signe de solidarité. Toute la journée, les habitants de Pugéville se sont succédés à la caserne pour apporter leur soutien aux pompiers. C'est symbolique, ils sont toujours là pour nous. C'est une bande de copains qui font quelque chose d'utile au lieu de faire des conneries de leur journée. Ils vont aider les autres et puis malheureusement, eux, on n'a pas pu les aider. Hier, 3 volontaires de cette petite caserne ont perdu la vie dans un accident de camion à la Garde Freinet. Ils circulaient en convoi avant de quitter brutalement la route, s'écrasant 80 mètres plus bas, sans explication pour le moment. À Pugéville, petite commune de 3500 habitants, tout le monde connaissait ces hommes. On cultive un état d'esprit d'équipe et un esprit de solidarité dans ces petits villages et dans ces petits centres. Le 4e occupant du camion est toujours hospitalisé, mais ses jours ne sont plus en danger. Il va très bien, ses blessures ne sont pas très graves et il va pouvoir très bientôt, même peut-être vendredi, il parlait de vendredi, pouvoir rejoindre son foyer. Ce soir, une chapelle ardente a été ouverte au public. Les familles, quant à elles, attendent toujours le retour des corps qui seront autopsiés dans la soirée à Toulon. Après seulement commencera le travail de deuil.
Les obsèques pourraient avoir lieu dans 2 jours. Dans notre pays, 85% des sapeurs-pompiers sont des volontaires, des hommes et des femmes qui choisissent de consacrer leur temps libre à épauler les professionnels. Il est souvent difficile pour eux de concilier un métier et ses heures de volontariat. Reportage dans les Pyrénées-Orientales à Rivesaltes, Hélène Vergne, Grégory Vasseur. Il déploie la même énergie dans son métier que dans son engagement de pompier volontaire. Vendeur le jour, sapeur la nuit et les week-ends. Et même à 24 ans, en enchaînant ses doubles journées, la fatigue se fait sentir. C'est sûr que le soir, forcément, on ne voyait pas des choses jolies. On allait sur des feux de forêt, on travaillait toute la nuit. Et le lendemain, à 6 heures, il fallait être présent comme tout le monde. L'effort physique est intense au boulot et intense sur le terrain. Et forcément, on n'a plus les mêmes réactions. Alors pour retenir ces jeunes volontaires, l'état-major démarche les employeurs. 120 conventions ont été signées dans les Pyrénées-Orientales. Donc nous, la souplesse qu'on a donnée, c'était de permettre au pompier qui a son bip qui sonne à 6 h du matin par exemple, il doit partir en intervention, d'avoir une souplesse de quelques heures pour revenir à son travail sans être pénalisé. En contrepartie, les patrons disposent de salariés déjà formés au secours. Les volontaires, ce sont 85% des troupes françaises. La quasi-totalité du personnel des casernes rurales, comme ici à Rivesaltes. Confrontés aux mêmes risques, ils bénéficient des mêmes formations que les pros. La majorité de nos personnels sont des pompiers volontaires, donc on a un turnover relativement important. Et il faut en permanence rappeler aux gens, former les gens, que le métier est un métier dangereux et qu'il faut faire preuve de vigilance pour mener à bien la mission et rentrer entier. Malgré les progrès en matière de sécurité, les risques sont toujours plus importants. Ces 20 dernières années, dans les Pyrénées-Orientales, 12 pompiers ont perdu la vie. Nous sommes au 3e jour du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Le Liban a décidé de déployer dès demain ses troupes dans le sud du pays. Et dans le même temps, Israël poursuit son retrait. Israël, où les critiques sur la conduite de la guerre sont de plus en plus nombreuses. Une commission d'enquête a d'ailleurs été nommée. Les témoignages des soldats de retour du front alimentent ces critiques. Gérard Grisbeck, Alon Grego. C'est un mouvement permanent. Depuis le cessez-le-feu, l'armée israélienne allège son dispositif au sud Liban. Il y avait 30 000 hommes la semaine dernière. Des milliers sont déjà revenus sans attendre la relève de l'armée libanaise. Alors, chacun goûte à sa manière les premières heures de repos, bien à l'abri. À la tête de son unité, Rohi a réussi sa mission. Tout le monde est là, sain et sauf. Nous avons été bombardés par le Hezbollah et des missiles anti-tanks, mais c'est tout. Ouais, c'est pas facile, c'est dangereux, mais pas face en face. Dans la compagnie, les soldats sont peu bavards. Encore sous le choc des combats, ils tentent de comprendre. C'est bien que ce soit fini. Et puis il y a les blessés comme Samuel. Lui a été rapatrié il y a plusieurs jours à la maison. Il a participé au combat à Binjbei, fief du Hezbollah, que l'armée israélienne n'a jamais réussi à investir. Samuel nous montre les quelques photos prises juste avant le drame. 5 minutes après, un missile qui est passé au-dessus de nos têtes. Par l'élan du missile, j'ai été poussé vers l'arrière, par terre. Pareil, ça a fait grâce à Dieu que des blessés. Vous savez, quand on rentre dans un pays qu'on ne connaît pas. Touché à la cuisse, Samuel est immobilisé pour plusieurs semaines. Plus de 450 soldats israéliens ont été blessés comme lui dans cette guerre. Depuis 48 heures, les soldats rentrent chez eux, alors la presse multiplie les témoignages. Les politiques, mais aussi les militaires sont critiqués dans la conduite de cette guerre, à tel point que ce soir, le gouvernement a décidé de mettre en place une commission d'enquête. Côté diplomatie, on s'active pour mettre en place la force internationale d'intervention au Liban. Nous évoquerons dans quelques instants avec Michel Alliot-Marie le rôle que la France peut tenir dans cette force. Mais on suit tout de suite le déplacement de Philippe Douste-Blazy aujourd'hui à Beyrouth. Il a rencontré notamment son homologue libanais pour déterminer les conditions d'application de la résolution de l'ONU. Samassoula, Mathias Second. 72 heures après le cessez-le-feu, pour atterrir à Beyrouth, il faut utiliser le parking de ce parc d'exposition au cœur de la ville. Venu depuis Chypre à bord de ce Kruger de l'armée française, la 4e visite du ministre français des Affaires étrangères depuis un mois. L'aéroport
et le port sont toujours sous le coup du blocus, Israël veut être sûr que des armes ne transiteront pas avant de le lever. Direction la banlieue sud de Beyrouth. Constat, les bombardements ont eu lieu entre des immeubles habités. Ici, c'est un parking de camions pulvérisés que découvre Philippe Douste-Blazy. Après avoir soutenu la résolution 1701, la France veille aux conditions de son application et elle est semée d'embûches. La paix est aujourd'hui fragile tant qu'il n'y a pas ce double mouvement du déploiement de l'armée libanaise au sud, accepté par l'ensemble du gouvernement libanais, y compris les membres du Hezbollah, et puis, bien sûr, le retrait parallèle du gouvernement israélien avec l'appui de la FINUL. Avant de déployer ses troupes aux côtés de la FINUL, la France veut savoir où elle va et avec qui. Saad Hariri a remercié la France sans qui, dit-il, il n'y aurait pas eu de cessez-le-feu. Chez le chef du Parlement, un chiite qui a l'oreille du Hezbollah, toujours cette même question sans réponse. Quand et comment la milice chiite sera-t-elle désarmée? Même silence embarrassé, c'est le Premier ministre Fouad Signora, dont personne n'a oublié les larmes pendant les bombardements. Difficile d'occulter aujourd'hui l'incapacité du gouvernement libanais à affronter un Hezbollah plus populaire que jamais. Le soulagement apporté par l'arrêt des frappes a laissé place à une grande inquiétude quant à la réelle capacité du gouvernement libanais à déployer ses troupes le plus rapidement possible dans le sud du Liban et à gérer les armes du Hezbollah. Alors actuellement, 2000 hommes sont déjà présents au Liban dans le cadre de la FINUL mise en place en 1978. La France a fait partie des premiers pays engagés sur le terrain. C'est d'ailleurs un général français qui commande les troupes. L'expérience a montré que le rôle d'interposition est souvent synonyme d'impuissance et de sacrifice. Le rappel avec Bernard Lebrun et Stéphane Bretner. En patrouille, dans les rues. Les casques bleus de la FINUL sont de nouveau dehors. Pas très loin, il est vrai, de leur base. Côté décor, pas de changement, les drapeaux croisés sont les mêmes qu'avant-guerre, ceux du Hezbollah. FINUL, pour Force intérimaire des Nations Unies au Liban. C'est actuellement 2000 hommes qui veillent sur cette ligne bleue virtuelle qui, depuis 27 ans, sépare Israël du Liban. Travail ingrat, d'une impossible interposition qui tourne à l'impuissance tout court, comme ici en 1982, lors de l'invasion israélienne. Parole d'un casque bleu français, déjà au Liban. Ça va rien de tout ce qu'on fait là. Mais là, on va se protéger contre les golos du coin là, qui risquent de dire les Français ils ont laissé passer les Israéliens. Les troupes de l'ONU au Liban, une longue histoire pour laquelle les militaires ont payé le prix fort. 23 octobre 1983, 58 parachutistes français sont tués lors d'un attentat suicide contre le Drakkar, leur quartier général. Le même jour, près de l'aéroport, 241 Marines américains meurent aussi dans un attentat. L'ONU décide alors de retirer ses troupes. Pour la FINUL numéro 2, que la France veut robuste, il faudra peut-être des blindés plus impressionnants que ces transports de troupes. On se souvient que la dernière grande opération des armées françaises au Liban dans les années 80, c'était plutôt mal terminé. Ce sera une opération à risque, il faudra donc que ce soit une opération lourde. S'interposer. Cela se fait avec du matériel lourd, mais surtout avec des hommes aguerris au Proche-Orient, tels ces Français et leur général 3 étoiles Alain Pellegrini, patron de la FINUL, donné pour être le futur commandant d'une FINUL renforcée. Michel Alliot-Marie, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que notre pays va tenir un rôle central dans cette force internationale renforcée ? Vous le voyez, depuis le début de cette crise, notre pays essaie effectivement de jouer son rôle, je dirais, un peu traditionnel au Liban, mais même au-delà, qui est d'essayer de protéger les populations civiles et de mettre fin à des crises. Et concrètement, combien d'hommes seront envoyés, combien de Français seront envoyés là-bas? Alors, si vous me permettez, je vais vous dire, la question aujourd'hui, ça n'est pas combien et quand, c'est pourquoi faire et comment. Le reportage que vous venez de montrer souligne bien que quand on envoie une force, sans que sa mission soit très précise, sans que ses moyens soient adaptés,
et soit suffisamment important, eh bien cela peut se transformer en catastrophe, y compris pour les militaires que nous envoyons. Alors la mission telle que vous la voyez, telle que la France la voit, elle consiste en quoi cette mission? Cette mission, elle nous est fixée par l'ONU, elle nous est fixée par la résolution et par le mandat de l'ONU. Mais il y a beaucoup de flou dans l'interprétation. Mais c'est exactement cela. C'est-à-dire que ce mandat est aujourd'hui quelque chose de flou. Il doit être ensuite décomposé en missions, en règles de commandement, en règles d'intervention, en capacité juridique et matérielle de pouvoir intervenir concrètement sur le terrain. Et donc, c'est une fois que les missions ont été fixées, que les moyens, y compris les règles d'engagement, seront fixés, qu'à ce moment-là, il faudra faire ce que l'on appelle la génération de force, c'est-à-dire voir quels sont les pays qui interviennent et à quel niveau. Ce que je veux commencer par vous rappeler, vous en avez dit un mot tout à l'heure, c'est que d'ores et déjà la France est dans la finule actuelle. Nous y sommes depuis 1978. D'autre part, nous en assurons aujourd'hui le commandement et nous allons continuer d'assurer ce commandement. Nous sommes prêts à le faire jusqu'au mois de février prochain, y compris pour la finule élargie. Et je voudrais également rappeler une chose, c'est que depuis le début de la crise, c'est l'armée française qui assure l'intégralité du ravitaillement de la finule, et ceci grâce aux 4 navires militaires, aux 2 avions et aux 8 hélicoptères que nous avons mis à disposition. Donc nous sommes déjà extrêmement présents. Justement, on est très présents, mais il y a un sentiment souvent d'impuissance. Le général Pellegrini, qui est à la tête des troupes, ne le cache pas, ce sentiment d'impuissance. On l'a vu au début du conflit. Alors comment ne pas tomber dans une sorte de bourbier où finalement les hommes seraient des cibles, comme on l'a vu en Bosnie? Bien, je crois que la première des choses, c'est d'abord de tirer les conséquences de ce qui n'a pas marché jusqu'à présent. C'est-à-dire le fait d'avoir des missions imprécises. Le fait, par exemple, que la finule actuelle n'avait pas les moyens de renseignement qui lui permettaient d'agir. Elle n'avait pas non plus les moyens matériels et les moyens d'engagement. C'est la raison pour laquelle nous demandons, et la France demande, à ce que les missions soient précises, à ce que les règles d'engagement soient bien fixées et à ce qu'il y ait de vrais moyens. Elle demande également, et si je vous dis cela, c'est après m'en être entretenu très longuement avec le président de la République et avec le Premier ministre. Ce qui est indispensable aussi, c'est qu'il y ait le maximum de pays européens qui participent à cette finule élargie et qu'il y ait aussi le maximum de représentants de pays musulmans. Alors, j'ai cru comprendre qu'un certain nombre d'entre eux avaient donné d'ores et déjà leur accord de principe pour participer, et je pense en particulier à la Malaisie, à l'Indonésie et à Brunei. J'ai cru comprendre aussi que nos amis turcs envisageaient de pouvoir y participer. Je pense que c'est une très bonne chose et qu'il y a également d'autres pays comme l'Australie qui sont prêts à participer à cette nouvelle finule, à cette nouvelle force de l'ONU. Je crois que ça, c'est aussi un élément de réussite qu'il n'y a pas toujours eu dans le passé, et c'est la raison pour laquelle nous tenons absolument à ce que ce soit toute la communauté internationale qui s'exprime, qu'à aucun moment on puisse avoir l'impression que cette action va être celle du monde occidental contre le monde musulman. Non, ce que nous voulons agir pour que ce soit la paix contre la guerre. Mais est-ce que vous voulez aussi que ces hommes aient les moyens de riposter en cas d'attaque, qu'ils aient les moyens de se défendre et d'être autre chose que des cibles parfois au milieu de conflits qui... Bien sûr, et moi je l'ai souvent dit, je l'ai même écrit. Malheureusement, trop souvent, les forces de l'ONU n'ont pas les moyens des missions qui leur sont demandées. Eh bien, je crois que c'est de la responsabilité de tous les responsables politiques, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient internationaux, quand nous donnons des missions difficiles à des militaires, de leur donner aussi les moyens matériels et juridiques qui vont avec. Voilà, c'est ce que la France demandera notamment à l'ONU. Merci beaucoup Michèle Alliot-Marie. Merci. On va évoquer maintenant la lutte antiterroriste puisque Nicolas Sarkozy a participé aujourd'hui à une réunion avec ses homologues européens. Plusieurs propositions sont sorties de cette réunion, notamment renforcer la détection des explosifs et multiplier les échanges d'informations sur les passagers dans les avions entre les pays de l'Union européenne. Et c'est dans ce contexte d'extrême vigilance et de nervosité qu'un avion reliant Londres à Washington a été dérouté aujourd'hui par les autorités américaines sur l'aéroport de Boston.
Les grands moyens, vous allez le voir, ont été déployés après un incident dû au comportement d'une passagère indisciplinée. Claude Sampère. C'est dans l'après-midi que ce vol de United Airlines reliant Londres à Washington a été dérouté sur l'aéroport de Boston après avoir été escorté par des avions de chasse. À bord, 182 passagers et 12 membres d'équipage. Les autorités américaines ont préféré détourner le vol en raison du comportement d'une passagère. Selon CNN, il s'agirait d'une femme qui avait sur elle des allumettes, un tournevis, de la vaseline et 2 notes, l'une en anglais, l'une en arabe, faisant référence à Al-Qaïda. Ces informations ont été démenties par d'autres sources qui évoquent simplement une femme saisie par une crise d'angoisse. En tout cas, dans le doute, les services de sécurité n'ont pas lésiné sur les moyens. Et après avoir débarqué tous les passagers, ils ont descendu tous les bagages sur le tarmac et procédé à une inspection minutieuse avec un chien anti-explosif. Selon les autorités, cet incident n'est pas lié au terrorisme. Un fait qui illustre en tout cas l'état d'esprit des services de sécurité à l'heure actuelle. Pendant ce temps, l'enquête sur le complot déjoué la semaine dernière se poursuit en Grande-Bretagne. 24 suspects sont toujours en garde à vue. 3 d'entre eux sont des personnes converties à l'islam. Ces conversions se sont multipliées ces dernières années dans le pays. Dans la plupart des cas, ces démarches individuelles n'ont aucun rapport avec l'extrémisme religieux. Loïc Delamornay, Roy Conley. Catherine Hossein, sujet de Sa Majesté née Hazeltine, s'est convertie par amour. Quand elle a rencontré son futur mari, un Bangladais, il souhaitait que ses enfants soient élevés dans un foyer musulman. Catherine s'est intéressée à la religion et l'amour s'est doublé de conviction. Vous savez, quand vous venez d'un milieu blanc, anglo-saxon et protestant, vous êtes considéré comme normal. Et quand vous commencez à mener un style de vie différent, les gens deviennent suspicieux. Ça a été pour moi un vrai défi, mais ça a marché et j'ai eu la chance d'avoir une famille très ouverte. Catherine Hossein n'a pas renoncé à son emploi d'institutrice. Et dans ce pays où les signes ostentatoires religieux ne sont pas un problème, sa conversion a été vite acceptée. Mais la peur de l'islam ressurgit lors des actualités brûlantes. 3 des suspects arrêtés la semaine dernière sont de frais convertis. Les Anglais n'ont pas oublié non plus que l'un des 4 kamikazes du métro de Londres l'an dernier, Jermaine Lindsay, s'était converti à l'islam quelques années plus tôt. En cause, les mosquées du pays. La plupart de leurs imams ne parleraient pas anglais. Seules les plus radicales d'entre elles, comme la célèbre mosquée de Finsbury, se seraient paradoxalement mises à la langue de Shakespeare pour mieux recruter. Certains convertis seraient donc tombés dans le piège. Pur fantasme, répond l'imam de la grande mosquée de Londres. La plupart des imams parlent anglais, peut-être pas tous, mais la grande majorité. En tout cas, partout, dans tous les centres et mosquées, vous trouverez un responsable qui parle couramment anglais et qui peut expliquer sans problème les vraies paroles et le vrai sens de l'islam. Quant aux mosquées radicales, un sérieux coup de balai a été effectué par la police. Celle de Finsbury Park a fermé avant de rouvrir sous une nouvelle direction modérée. Chaque semaine, la mosquée centrale de Londres enregistre une nouvelle conversion. Mais les chiffres sont difficiles à calculer. On estime que 26 000 Britanniques se sont convertis à l'islam ces dernières années. Ceux d'entre eux qui ont basculé dans l'intégrisme ne représentent donc qu'une infime minorité. En France, les associations et l'opposition n'ont pas manqué de réagir avec véhémence après les déclarations de Nicolas Sarkozy hier soir dans ce journal. Le ministre de l'Intérieur a affirmé que près de 30 000 dossiers de familles sans papier d'enfants scolarisés avaient été déposés. Il maintient le chiffre de 6 000 régularisations. Certains promettent une rentrée scolaire agitée et dénoncent une politique de quotas. Aurélia Guillemin, Vincent Bouffartille. Pour la préfecture, ils avaient scrupuleusement tout rassemblé. Certificat de scolarité des enfants, leur bulletin scolaire exemplaire et même une promesse d'embauche pour le père de famille. Un dossier qui leur paraissait remplir toutes les conditions de la circulaire, mais qui vient d'être refusé. Ils ont dit qu'on va traiter les dossiers, mais pas comme ça. Pas comme ça, n'importe quel truc, ils le refusent. Pourquoi ? Depuis le 13 juin dernier, ils sont des milliers à avoir demandé leur régularisation selon les critères de la circulaire Sarkozy. Au total, 30 000 dossiers déposés et au final, 6 000 régularisations annoncées par le ministre. Selon le réseau Éducation sans frontières, l'examen au cas par cas n'a pas eu lieu. Le passeport de votre épouse. Le 24 juillet, on annonçait 20 000 dossiers et 6 000 régularisations. Il y a une semaine, on annonçait 24 000 dossiers, 6 000 régularisations. Et aujourd'hui, 30 000 dossiers, 6 000 régularisations. Donc on est bien face à un quota. Et la malhonnêteté, la vraie malhonnêteté, c'est de donner les règles du jeu en cours d'application de cette circulaire. 24 000 familles de sans-papiers probablement déboutées
Au Parti socialiste, on dénonce un règlement arbitraire des dossiers. La décision ou les annonces faites par le ministre de l'Intérieur sont inacceptables. Nous ne les acceptons pas et nous ferons barrage pour empêcher l'expulsion de ces enfants. Le PS qui demande à Nicolas Sarkozy un réel examen des dossiers pendant qu'à droite, le mouvement pour la France de Philippe de Villiers dénonce lui 6000 régularisations de trop. En été, les personnes âgées sont plus vulnérables face aux voleurs en tout genre. C'est ce que révèlent les études conjointes de la police et de la gendarmerie. Isolement, éloignement de la famille, des situations qui permettent aux escrocs sans scrupules d'agir plus facilement. Anouk Burel, Hervé Pozzo. Il se dit maintenant qu'il aurait dû faire attention. Mais les escrocs qui ont arnaqué Henri savaient comment s'y prendre. Un jour, un faux pompier appelle ce septuagénaire pour lui dire que son fils a eu un grave accident et qu'il doit débourser tout de suite plus de 3000 € pour le sauver. Il m'a montré une carte, il avait sa photo, il a pris l'argent, il l'a mis à pas compter, il est parti. C'est là que j'aurais dû peut-être me méfier. Chaque jour en France, une quinzaine de seniors sont victimes comme lui de ces malfaiteurs sans scrupules. Un service spécialisé de gendarmes et de policiers, l'Office central de la lutte contre la délinquance itinérante, a recensé 2812 affaires depuis le début de l'année. 8 fois sur 10, la victime est une vieille dame qui vit seule. Certaines régions sont plus touchées que d'autres, l'Île-de-France, le Nord ou la région PACA. Les escrocs agissent surtout l'été et profitent de la solitude des personnes âgées. Ce sont des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui sont bien mis et que finalement ils abusent les personnes âgées en leur faisant miroiter un certain nombre de choses et puis en leur amenant aussi des preuves. Par exemple, on vient vérifier l'état d'un matelas et on jette des punaises dans le matelas. Donc quand la personne âgée découvre ça, bien elle y croit. Ces détrousseurs de grand-mère sont prêts à tout et ils échappent souvent à la justice. Seulement une affaire sur 3 est élucidée. Ça c'est à vous? Ah super. En économie, Seb, le groupe français d'électroménager, a choisi de miser sur la Chine. L'entreprise vient de s'offrir le leader chinois de l'autocuiseur. Il veut ainsi profiter d'un marché local en pleine expansion et des faibles coûts de production dans ce pays, ce qui inquiète fortement les salariés et les syndicats au moment où 3 sites français s'apprêtent à fermer. Séverine Lebrun, Alexandra Renard. Ils sont plus d'1,3 milliard. Les Chinois, un marché au potentiel énorme que le groupe français SEB compte bien investir. Et pour y arriver, il vient de s'offrir le chinois Support, 5000 salariés spécialistes de l'électroménager. Pour les Français, le calcul est simple, pour vendre aux Chinois, il faut produire sur place. Si nous voulons être leader du marché chinois, il faut bien évidemment avoir des coûts de production chinois, puisque dans les pays émergents, les prix de vente sont en général à peu près de la moitié de ce que nous trouvons dans les pays matures. Les chiffres sont sans appel. Une cafetière chinoise peut être vendue à 5 €, la même produite en France atteindrait 20 €, 4 fois plus. La concurrence asiatique, un mal que les salariés de SEB connaissent bien. Car quand le groupe achète des usines en Chine, il en ferme en France, 3 sites condamnés, 890 salariés. Aujourd'hui, sur le site de Fresnay-sur-Sarthe, qui fermera dans 2 ans, les ouvriers ne comprennent pas. Les usines en France ferment et puis on voit qu'ils achètent en Chine, partout. Donc il n'y aura plus d'industrie en France. La déception autour des vacances en plus. Pour eux c'est clair, à terme, toute la production partira en Chine. On peut s'inquiéter quand même, mais c'est pas possible qu'ils fassent les mêmes choses en France et en Chine avec des prix de construction, de fabrication aussi différents. La direction de SEB, elle, est formelle. L'achat d'un groupe chinois n'aura pas de conséquences sociales en France. Le port d'Alang en Inde, dernière destination de l'ancien paquebot France. Le navire va bientôt être démantelé. Les autorités indiennes ont donné le feu vert pour commencer les opérations, malgré l'opposition des organisations écologistes parlant de 900 tonnes d'amiante. Mallory Aounou, Arnaud Miguet. Enfin, à portée de vue. L'ex-paquebot France n'est plus qu'à 1,5 km de la côte d'Alang, à l'ouest de l'Inde. Ce chantier naval devrait être son cimetière, ses ouvriers les exécutants du démantèlement. Ici, pas de nostalgie, le paquebot était attendu. Le bateau apportera la prospérité dans notre région. Il pourra permettre de donner du travail aux ouvriers au chômage. Cela fait déjà longtemps qu'on ne l'appelle plus le France.
Inauguré en 1962, il devient le Norway en 1979. En 2003, une chaudière explose, tue 8 marins. Le paquebot est revendu et devient le Blue Lady. C'est sous ce nom qu'il sera dépecé ici. Mais la polémique sur sa destruction perdure, car la structure du bateau renferme produits toxiques et amiante, 210 tonnes pour le comité d'experts mandaté par la Cour suprême indienne, plus de 900 pour les organisations environnementales. Elle s'inquiète pour les populations locales. Ce qu'on sait des chantiers de démolition à Alang et ailleurs en Asie du Sud, c'est que les ouvriers n'ont ni les outils, ni les capacités, ni la compétence pour se prémunir, pour se protéger de ces produits toxiques. Pourtant, le démantèlement devrait commencer d'ici un mois. Après le Clémenceau, l'ex-France, décidément les navires mythiques français n'en finissent pas de mourir. Cela paraît incroyable, mais la NASA a annoncé avoir égaré les cassettes originales de la première mission sur la Lune. Le centre spatial a avoué être à la recherche de plus de 10 000 enregistrements concernant plusieurs missions dans l'espace. Nicolas Châteauneuf, Annie Tribouard. C'était l'époque de la conquête spatiale. Le 16 juillet 69, la plus grosse fusée jamais conçue par l'homme emmène 3 astronautes vers la Lune. 4 jours plus tard, Neil Armstrong et Buzz Aldrin réussissent in extremis à poser leur module. Devant l'humanité captivée par ce qu'elle voit à la télévision, Neil Armstrong tâte le terrain. Il finit par poser son pied sur la Lune et lance sa phrase mythique. Photos, vidéos en direct, films tournés par les astronautes, la mission Apollo 11 a permis de collecter de nombreuses données enregistrées et stockées sur des cassettes. Plus de 40 ans plus tard, la NASA aimerait bien les restaurer, mais problème, on a égaré les cassettes originales. Pour les experts, cela n'est pas vraiment étonnant, les archives de la NASA sont tellement vastes que l'on peut s'y perdre. Il y a une quantité énorme de documents de toute nature, il y a des photos, il y a des films, il y a des vidéos. Et c'est vrai que quand vous demandez parfois à un centre de la NASA, trouvez-moi telle bande vidéo de telle année, parfois ils mettent du temps à la trouver. Alors les choses sont jamais perdues, elles ne sont pas vraiment égarées, elles sont quelque part. L'autre souci, c'est que certaines cassettes contenaient des données importantes sur la santé des astronautes ou l'état du matériel. Si celle-ci était vraiment perdue, la NASA se priverait d'une source d'information bien utile. D'ici 2018, l'agence américaine a le projet de faire à nouveau marcher l'homme sur la Lune. Des radars mobiles, pas sur les routes, mais dans les ports. Face à la recrudescence des accidents dus à la vitesse, la police maritime des Alpes-Maritimes a étoffé son arsenal répressif et préventif. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. Le policier et son radar à visée laser, un classique du contrôle de vitesse. Sauf qu'ici, la cible ne roule pas, elle flotte. Là, celui qui s'éloigne, là, qui passe devant vous, là, 26 km/h. L'appareil est identique à celui utilisé sur les routes, mais le radar a le mal de mer. Pour fonctionner correctement, il a besoin d'être sur la terre ferme. Sa précision est alors indiscutable. Sur l'eau, sa portée est de 300 mètres, mais... Nous avons besoin d'une masse métallique importante quand même pour envoyer le faisceau laser. Donc ce qui fait que nous ne pouvons pas prendre les jet skis, les bateaux pneumatiques type Zodiac. Et également, donc, les gerbes d'eau gênent également le contrôle. Des limites qui n'en font pas pour autant un gadget. Une fois la cible épinglée, le Zodiac, alerté par radio, joue les motards. Vous avez été flashé avec le radar à 33 km/h. 3 fois la vitesse autorisée dans cette zone. Ce bateau-ci sort du port, il a dépassé les 3 nœuds réglementaires, foi de radar, incontestable et plutôt bien accepté. Il vaut mieux, hein, parce que s'il y en a qui font les fous, il vaut mieux les verbaliser. C'est comme sur la route, un bateau c'est une responsabilité. Certes, les policiers sont en short, mais ils ne sont pas plus relax. Les contrevenants s'exposent à un retrait de permis ainsi qu'à une sanction pénale. Dans les cas les plus graves, une amende de 3 750 € et une peine d'emprisonnement de 6 mois lorsqu'il y a eu mise en danger de la vie d'autrui. Depuis le début de l'été, sur les 1000 contrôles effectués au large de la Côte d'Azur, les fonctionnaires ont dressé 200 procès-verbaux pour excès de vitesse. La parade est pourtant simple, il suffit de ralentir dans les zones réglementées. On se souvient de la joie pure et sans retenue de Yoann Diniz, la révélation des championnats d'Europe d'athlétisme. Il avait remporté le 50 km marche. Aujourd'hui, loin de la frénésie des podiums, il a retrouvé son quotidien chez lui, à Reims, un contrat emploi jeune dans son club, car à 28 ans, il ne vit pas encore de sa passion. Romain Messi, André Germain. Il lui arrive de prendre son temps, de raccourcir la foulée et de se promener en famille. Quand il marche, Yoann Diniz est généralement un homme très pressé, mais le tout nouveau champion d'Europe profite de sa nouvelle popularité.
Le travail est récompensé, quoi. Ouais, bien sûr. Ça donne courage, ça donne envie. Merci beaucoup. On a tout vu. Merci. Merci stade, beaucoup. le joie. Merci. 50 km, c'est ça? Oui. Mais félicitations. Aux yeux du grand public, Yohann Diniz est peut-être l'athlète sorti de nulle part. À Göteborg, le Français a survolé le 50 km marche. Médaille d'or comme les autres stars de l'équipe de France. Il en est le premier surpris. Les champions d'Europe, pour moi, quand je regardais l'athlétisme, ouais, c'est Marc Raquel, Stéphane Diagana, Christine Aron, Eunice Barber. Et là, d'un seul coup, on passe devant aussi, on devient dans la scène un peu médiatique et on se dit, c'est soi, on a du mal à l'admettre en fait. Yohann Diniz, c'est l'anti-Zidane. À 28 ans, il est emploi jeune dans son club d'athlétisme de Reims et payé au SMIC. Depuis 6 mois, il s'entraîne grâce à des horaires aménagés, mais reste proche des jeunes du quartier. J'espère qu'avec ce titre et puis les prochains qui vont arriver, j'espère qu'on pourra vivre peut-être un peu plus honorablement de ce sport en tout cas. La route lui appartient. Yohann Diniz marche 7000 km par an, mais son exploit d'il y a 8 jours l'a peut-être un peu fatigué. Voilà, aujourd'hui je suis parti pour une petite heure de récupération, histoire d'entretenir un peu la forme en fait. Roi d'Europe, Yohann Diniz se verrait bien champion du monde dans un an à Osaka. Le Japon, c'est trop loin pour y aller en marchant, alors cas d'exception, il prendra l'avion. On termine par un détour sur une des plages mythiques de Los Angeles. Depuis 30 ans, Venice Beach attire les excentriques, les artistes, les sportifs et autres rêveurs. Un monde à part, un spectacle quotidien. Emmanuel Lambert, Mathieu Dregeau. La cité des anges à son paradis, Venice Beach à l'ouest de LA. Des kilomètres de plage sur le Pacifique. Ce quartier mythique est le plus déjanté du pays. Peu importe l'âge, le sexe ou l'appartenance ethnique, ici, personne ne se regarde de travers. Le spectacle est permanent. Depuis 25 ans, tous les étés, cette famille française goûte à cette folie californienne. Des roues comme ça, un engin mais incroyable quoi. C'est vraiment la carte postale quoi, le rêve américain, on voit les palmiers, la plage, le roller, les belles filles, les mecs musclés, tatoués. Et en même temps, c'est vraiment dans une bonne ambiance, quoi. Venice, c'est aussi le culte du corps. Montrer ses muscles, certains en ont fait un emploi à temps plein, $2 pour le filmer. Et avec tout ce public, ça n'est pas forcément plus facile de soulever 360 kilos. Pour moi, c'est très motivant. J'ai l'impression que les gens me soutiennent. Super entraînement, ça marche. Dans une ville tentaculaire où les communautés sont ghettoisées, Venice offre un lieu d'échange et de rencontre. Ici, tout le monde se rassemble. Les Afro-Américains, les Asiatiques, les Latinos viennent partager quelque chose. C'est le melting pot, vous voyez. Venice, c'est le plus beau visage de l'Amérique. Avec 5 km de côte, Venice est aussi synonyme de danger. Eh les gars, retournez sur la plage, c'est dangereux par ici. Ici, les courants sont très forts, les risques de noyade élevés. Avec une vingtaine d'interventions par jour, on est loin d'alerte à Malibu. Le quotidien des lifeguards, malgré les apparences, est beaucoup moins glamour. C'est un boulot dur, qui peut faire peur, ça peut être tragique. Mais quand vous ramenez quelqu'un sur la plage sain et sauf à sa famille, c'est vraiment une sensation géniale. Venice, paradis des surfeurs, des artistes et des paumés. Un petit coin d'Amérique qui espère vivre encore longtemps au rythme de la folie et de l'insouciance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Patrice Drevet, 20h50, le tuteur avec Roland Magdan. Excellente soirée sur France 2, à demain 20h.